Ok, donc bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Ça dépend du moment de la journée pendant lequel vous m'écoutez et bienvenue sur le premier épisode de ce podcast ou plutôt de cette radio. Alors pourquoi ce format? Parce que depuis petit, c'est un média que je consomme énormément et j'ai toujours voulu en faire, d'autant plus que des auteurs pour qui j'ai une haute estime en ont fait. Je pense notamment à Naoki Urasawa ou Hideo Kojima. Mais surtout, ça me permet naturellement de pouvoir développer plus longtemps un sujet et j'en ai vraiment besoin pour ce dont je veux parler et les analyses que je serai amené à faire dans la suite. Le but, ça va être donc de parler sur un ton naturel, comme quand on parle au quotidien, mais aussi sur un ton un peu universitaire, comme quand on a une présentation ou un exposé à faire, tout en abordant des sujets très sérieux et sensibles, mais en finissant toujours par revenir sur la question de l'art et de la culture, vu que c'est la thématique de la chaîne. Je me rends aussi compte que ça fait depuis 6 à 7 vidéos que je ne me suis pas présenté, donc je vais le faire pour le premier épisode de ce podcast, parce que c'est déjà important par politesse et surtout au vu des sujets qu'on va aborder sur la chaîne tout au long des différents épisodes. Donc, je m'appelle Tunde, Tundé, accent aigu, mais on m'appelle plus Kuragami. J'ai 26 ans au moment où vous m'écoutez, j'en aurai 27 en fin d'année. Je suis béninois et j'ai fait des études de droit. J'ai obtenu ma licence en droit privé au Bénin et je fais mon master à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. Pour le master 1, j'ai fait du droit du numérique et pour le master 2, toujours du droit du numérique, mais je me suis spécialisé dans le domaine des industries culturelles et créatives. Je suis énormément passionné d'art et de culture au global, notamment de manga, d'animé, de littérature, de cinéma. J'aime aussi le théâtre, la musique et le jeu vidéo dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà un peu pour ma présentation globale et comme je l'avais déjà annoncé, comme c'est déjà dans le titre, la question qu'on va se poser aujourd'hui, on va essayer d'apporter des éléments de réponse et se demander pourquoi le jeu vidéo n'a pas de cadre juridique, pourquoi le jeu vidéo n'a pas un code précis qui lui est dédié. Le sujet est assez vaste et technique, mais que vous ayez des bases juridiques ou non, ou que vous ayez des connaissances sur le jeu vidéo ou non, bah, ce sera expliqué de sorte à ce que vous puissiez retenir des choses et essayer d'apporter votre pierre à l'édifice. Ce que vous pensez qui peut être réglé, comment ça peut être réglé, ce sera à vous d'en débattre et c'est un peu l'objectif aussi. Essayer de trouver ensemble des solutions et discuter sur des questions qu'on ne se pose pas habituellement. Et pour introduire le sujet, j'aimerais commencer par une citation culte du jeu vidéo, plus précisément de Super Mario Bros. Sorti en 1985 sur NES. Je pense qu'on l'a tous fait quand on était plus petit. Et je sais pas si vous vous souvenez un peu, on incarnait Mario, on devait sauver la princesse Peach qui était retenue par Bowser. Et ce qui se passait, c'est quand on arrivait à la fin de chaque niveau, il y a Bowser qu'on affrontait en tant qu'antagoniste. Et quand on le battait, il y a le personnage de Toad qui apparaissait et qui disait Thank you Mario, but our princess is in another castle. Donc, merci Mario, mais notre princesse est dans un autre château. Et de cette simple façon de remercier Mario pour les efforts qu'il a accomplis, avant de lui expliquer de façon sèche que le problème qu'il cherche à résoudre est ailleurs, un parallèle évident peut être fait avec la situation juridique actuelle du jeu vidéo. Parce que malgré les nombreuses tentatives louables fournies pour encadrer le milieu, force est de constater que non seulement cela s'avère insuffisant, mais de surcroît, des infractions touchent chaque année des millions de consommateurs et professionnels, le tout aux yeux de tous, sans que des sanctions ne suivent derrière. Commençons par le jeu vidéo lui-même. Et il y a quelque chose que j'aime toujours faire dès que j'ai la possibilité de raconter un événement qui a lieu au XXe siècle, et c'est de rappeler à quel point celui-ci a pu être marquant et impactant aussi bien positivement que négativement. J'en avais déjà parlé plus en profondeur dans la deuxième vidéo de la chaîne, celle qui se nomme de l'Homo sapiens à l'Homo ludens, la réputation du jeu et du jeu vidéo. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais pour revenir au jeu vidéo, il est donc né au XXe siècle en tant que nouveau véhicule de la pensée artistique et il a révolutionné le divertissement interactif tout en posant les bases de cette industrie qui, dans les décennies à venir, allait faire ses preuves et gagner en reconnaissance.
même s'il reste encore beaucoup de résistants. Je pense spécialement aux médias généralistes qui ne manquent jamais l'occasion de lui tomber dessus et d'en parler négativement quand il le faut. Mais ça, c'est un autre débat. Le jeu vidéo, à l'heure où je vous parle, et même depuis quelques années en réalité, est le secteur du divertissement le plus lucratif au monde. Et il est si lucratif qu'à lui seul, il génère plus de revenus que des milieux plus accessibles au grand public comme ceux du cinéma et de la musique. Donc, j'ai pas choisi ces milieux au hasard parce que pour vous montrer à quel point il écrase la concurrence, si on mélange les chiffres du cinéma et de la musique ensemble, ça reste inférieur à tout ce que le jeu vidéo rapporte en termes de revenus. Quand je vous parle comme ça, il est donc logique de se dire qu'un secteur aussi important doit sûrement déjà faire l'objet d'une régulation pointue qui n'a eu cesse de s'étoffer au fur et à mesure que les exigences du milieu le demandaient. Dans les faits, cela semble d'une telle évidence non pas à cause des intérêts économiques qui sont de plus en plus grandissants, mais surtout au vu de l'horreur qu'est la présence d'un vide juridique en cas de conflit entre les acteurs du milieu. Alors, je viens d'utiliser le terme vide juridique, donc je vais me permettre d'essayer de le vulgariser. Comme vous le savez déjà, nous ne sommes pas censés nous rendre justice nous-mêmes. Le droit est censé être une réponse à tous les aspects conflictuels qu'on peut rencontrer dans une vie humaine. Donc, quand je parle de vide juridique, c'est quand le droit est inexistant, incapable ou bien flou pour pouvoir répondre à des situations qui nécessitent son intervention. Et franchement, c'est vraiment grave et limite cauchemardesque même pour le droit de se trouver dans ce genre de situation parce que qu'est-ce qu'on fait en fait si le droit n'a pas la solution à un problème? L'explication étant donnée, revenons à la situation que je décrivais, celle où le jeu vidéo voit le jour, grandit bien et naturellement devient de plus en plus complexe au point où on lui dédie un droit spécial qui permettra de résoudre les acteurs du milieu. Non seulement la réalité est tout autre, mais en faisant un peu de sociologie, il peut être fait un lien entre les dérives observées dans le secteur ces dernières années et l'absence d'un réel cadre juridique contraignant. Maintenant, nous allons faire un peu d'histoire. Et si l'on date au début des années 70, la naissance du premier jeu vidéo avec Pong, il nous faudra attendre que 20 ans avant la première grosse affaire qui a posé une régulation bienvenue dans le secteur avec la mise en place du système de notation ESRB. Alors, c'est volontairement mensonger de ma part de traiter la création de l'ESRB comme la genèse des conflits juridico-vidéoludiques, dans le contexte de création de Pong à lui seul a donné lieu à une saga juridique qui a été pleine de rebondissements. Mais il y a une part de vérité à donner une telle importance à cette affaire au vu de son impact et de son empreinte globale toujours présente dans l'industrie. Donc, avant d'arriver sur le contexte de création de l'ESRB, laissez-moi vous rappeler, c'était quoi la première vraie affaire juridique que le jeu vidéo a connue. Et il s'agit de l'affaire Atari contre Magnavox. Alors, notre histoire débute en réalité une vingtaine d'années avant la naissance de Pong, plus précisément en 1951 avec l'inventeur germano-américain Ralph Beer, qui, après son recrutement par l'entreprise de fabrication de matériel militaire Loral Corp, avait pour idée de créer un concept interactif fonctionnant via une machine, donc ce qu'on allait appeler la console de jeu après, un téléviseur et un joueur, c'est-à-dire une personne qui allait être derrière ça et qui allait permettre cette interaction entre les différents éléments. Et c'est quelques années après que la Magnavox Odyssey est née et c'est littéralement la première console de l'histoire. Donc la société Magnavox détenait ainsi les principaux brevets sur les jeux vidéo dits domestiques. Maintenant, il y a Nolan Bushnell, qui est le fondateur de la société Atari. Un jour, il a assisté à la démonstration de la Magnavox Odyssey avec une sorte de jeu qui imitait le concept du tennis. Donc, ce qui s'est fait, c'est que quand il a créé sa société Atari, il a développé en vitesse le jeu Pong, qui a été inspiré du jeu de tennis qu'il avait vu quand il avait observé la démonstration de la Magnavox. Magnavox était furieux, donc ils ont attaqué Atari pour violation de brevet concernant la manipulation d'objets apparaissant sur écran. Et l'interrogation majeure de ce litige était de savoir si ce brevet concernait tous les jeux vidéo sur télévision. Et ce fut la première fois qu'une juridiction statuait sur les brevets dans le milieu. Pour éviter un procès, Atari a choisi la voie de la négociation et un accord de licence fut signé. Suite à cela, Magnavox a poursuivi un bon nombre de concurrents et a remporté une multitude de procès sur une vingtaine d'années,
ce qui les obligea à payer des licences jusqu'à l'expiration des brevets. Voici donc le premier litige en rapport avec le jeu vidéo. Son importance est indéniable parce qu'au-delà d'être le premier dans son genre, il a aussi posé certaines bases en ce qui concerne les questions de protection de la propriété intellectuelle dans le jeu vidéo. Maintenant que le contexte est posé, revenons sur le premier véritable grand cas de régulation qui a posé des bases très solides et a eu un impact qui va au-delà du cercle des joueurs. Et c'est ce dont je vous parlais un peu plus tôt avec la création du système de l'ESRB. Alors, le contexte de création de l'ESRB est assez particulier. Nous sommes au début des années 80. Plus d'une décennie sont passées depuis la création de Pong. Le jeu vidéo se démocratise et à ses débuts, les premières expériences vidéoludiques étaient, dans leur conception, quasi exclusivement destinées à un public jeune. Les joueurs étaient majoritairement masculins et les titres s'orientaient de plus en plus à leur destination. Puis il y a eu une évolution et des tentatives de capter un public un peu plus adulte. Et au début de ce courant artistique mettant en valeur des propositions plus réalistes dans le fond, bah, le jeu vidéo a rapidement joui d'une très mauvaise image. Et le temps n'ayant pas arrangé les choses, bah, cette mauvaise image a pris de l'ampleur au fur et à mesure qu'il se rapprochait visuellement parlant de notre réalité. Donc, plus les graphismes augmentaient et plus les débats sur la violence dans le jeu vidéo ou l'impact négatif que le jeu vidéo peut avoir ont commencé à se multiplier. Et les précurseurs de cette crainte ont été les jeux Death Race, adaptés du film Death Race 2000, et Custer's Revenge du studio American Multiple Industries sous le label Mystic Present Swedish Erotica. Et sous ce label, ils ont sorti des jeux à caractère sexuel dont vous imaginez déjà la polémique venir. C'est vraiment dingue quand on y repense, mais vous savez pourquoi ces jeux ont été pointés du doigt? Bah, parce que leur gameplay appelait respectivement pour l'un à écraser des gremlins, donc pour le jeu Death Race. Et ces gremlins-là, visuellement parlant, ça pouvait s'apparenter à des êtres humains. Donc ça a créé polémique. Et pour l'autre, a tout simplement violé des Amérindiennes. Donc je vous laisse imaginer le choc pour le grand public. Et ce que je trouve triste d'ailleurs, c'est que ces dernières années, il y a toujours des actualités sur des jeux aussi volontairement problématiques et malsains qui sont mis à disposition du public et qui font clairement l'apologie de comportements répréhensibles et écœurants, volontairement pour pouvoir choquer les gens, mais sans volonté de dénoncer quelque chose derrière. Et en réaction à cela, de violentes contestations portées par la presse et des associations naturellement émergées, les politiques s'y sont mis et de peur d'avoir une régulation gouvernementale, il y a Nintendo qui a pris les devants d'une manière que je trouve assez intelligente. Ils ont mis en place la mention Nintendo Seal of Quality qui atteste que les jeux ayant cette mention sont validés par Nintendo pour leur qualité et ne comportent pas en leur sein des scènes d'immoralité manifestes. Maintenant, place aux années 90 avec la sortie de Mortal Kombat et Night Trap. Mortal Kombat a vu le jour en 1992. C'était un jeu de combat qui était un peu le rival de Street Fighter. Et ça se démarquait de Street Fighter parce que ça proposait des affrontements très réalistes pour l'époque, avec un système particulier de fatality qui consistait à tuer son adversaire avec des techniques d'une violence graphique jamais égalée à ce jour. Donc, il y avait des démembrements, des décapitations, des cœurs arrachés. Bref, c'était vraiment gore, extrêmement violent pour être violent. Quant à Night Trap, il est sorti quelques temps après Mortal Kombat et il avait pour but de nous faire incarner un soldat qui devait protéger des femmes d'une attaque de vampires. Et en cas d'échec de la mission, il y avait une séquence vidéo issue d'images de la réalité qui se lançait et on assistait à des scènes qui avaient été jugées trop violentes et choquantes envers les femmes. Donc, je vous invite à voir ou à revoir ces vidéos qui sont disponibles sur YouTube aujourd'hui. Et vous allez très vite constater que les mœurs de l'époque sur ce qui pouvait être considéré comme choquant ou violent par rapport à aujourd'hui ont complètement changé. Donc, à ce moment-là, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase et de peur de voir des générations futures naître avec un tel média, donc le jeu vidéo, qui banalisait la violence. Il y a eu une réunion qui a été organisée en 1993 par les sénateurs démocrates Joe Lieberman et Herb Colt pour parler de la violence dans le jeu vidéo. Dans le jour J, ils étaient entourés de spécialistes et de néophytes.
et le débat a duré des heures pendant lesquelles aucune conclusion satisfaisante n'en est ressortie. Ils ont passé leur temps à faire un procès aux jeux vidéo et surtout Nintendo et Sega ont passé leur temps à rejeter la faute sur les autres parce que eux, au moins, ils avaient essayé de trouver des solutions de leur côté. Puis il y a eu Joe Lieberman qui était assez énervé et il a menacé de dégainer le Video Game Rating Act de 94 et ça a fait que ça devenait de plus en plus urgent de trouver une solution, en fait, sans quoi le gouvernement allait prendre les rênes de cette industrie. Et c'est en réaction à cette crainte que l'Interactive Digital Software Association, donc l'IDSA, est née et a été renommée ESA en 2003. Ils ont développé le SRB, donc l'Entertainment Software Rating Board, qui est une sorte d'organisme qui est chargé d'indiquer, qui a une signalétique sur les boîtes de jeux vidéo, à quel public le jeu était destiné et des avertissements sur ce que pouvait contenir le jeu que la personne allait acheter en fait. Donc un peu comme ce que vous avez aujourd'hui dans d'autres médias quand on vous prévient qu'une telle œuvre est interdite au moins de 16 ans, au moins de 18 ans, par exemple. Plus tard, l'Europe a suivi les pas de l'ESRB et a donné naissance au système PEGI, donc le Pan-European Game Information. Et de nos jours, il existe de plus en plus de systèmes d'évaluation de contenu dans le média du jeu vidéo. L'exemple ne manque pas en vrai, parce que, par exemple, il y a le Computer Entertainment Rating Organization, donc le CERO, au Japon, qui s'adapte à la sensibilité et aux mœurs du peuple. Et ce système fonctionne si bien que des jeux peuvent être censurés, voire interdits dans certains pays pour des raisons culturelles ou politiques. Je me souviens par exemple que The Last of Us Part 2 s'était vu interdit dans plusieurs pays du Moyen-Orient à cause de son contenu LGBTQIA+, ou même Call of Duty Modern Warfare que Poutine a littéralement interdit de commercialisation pour les versions PS4. Bref, ça peut aller aussi loin. Chaque pays l'adapte à sa sensibilité et à ses besoins. Donc voici ce qu'on peut qualifier comme la première grosse et vraie régulation qui a secoué le monde du jeu vidéo. Et depuis cela, il y a une multitude d'avancées, mais pour des raisons diverses et variées, un code du jeu vidéo à proprement parler n'a jamais vu le jour encore. Et en tête de liste des raisons revient la complexité juridique de l'exercice. Il y a aussi l'opposition des acteurs du milieu qui est manifeste, sans compter une croissance technologique fulgurante et aussi la difficulté d'appréhension de la dimension internationale du jeu vidéo. J'ai aussi un autre constat, c'est que la cohabitation entre les règles non écrites, voire coutumières, et les règles écrites, bah, semble déjà satisfaire les acteurs du milieu. Donc, voilà. Pour ce qui est de la complexité juridique de l'exercice, vous n'êtes pas sans savoir que le jeu vidéo, déjà, c'est une œuvre qui est complexe dans sa composition, son fonctionnement et sa réalisation. Et cette complexité se répercute sur le plan juridique, faisant appel à bon nombre de branches de droit. Par exemple, pour régler un litige qui est relatif aux jeux vidéo, on peut notamment faire appel au droit de la propriété intellectuelle pour les questions de droit d'auteur, de droit des marques, des brevets, ou encore la protection des logiciels ou du droit de la consommation pour tout ce qui va être achat, remboursement, pratiques commerciales trompeuses. Il faut aussi appel au droit du travail pour les relations entre les studios et leurs salariés, au droit de la sécurité intérieure, notamment pour les questions liées au contenu illicite, à la cybersécurité et autres. Et même des branches du droit auxquelles on ne s'y attend pas vraiment peuvent intervenir, comme le droit de la santé, par exemple pour les questions d'addiction ou de protection des mineurs, mais également le droit des contrats, ce qu'on appelle le droit du numérique aussi peut intervenir, le droit de la concurrence, le droit pénal, le droit fiscal ou encore le droit international privé lorsque le litige présente un caractère transfrontalier. Bref, cette multitude de règles à condenser et à adapter aux exigences d'un milieu aussi technique n'est pas chose aisée et ça demande un important travail d'interprétation et d'adaptation. Quant à la croissance technologique qui est fulgurante, elle se traduit par une évolution constante des techniques et des usages et ça rend rapidement certaines règles obsolètes. Le législateur et les juridictions sont alors confrontés à une difficulté majeure, celle d'encadrer des technologies qui évoluent souvent plus vite que le droit lui-même. Et cette situation complique non seulement l'application des règles existantes, mais également l'anticipation des innovations futures et leurs conséquences juridiques. L'exemple de l'intelligence artificielle est particulièrement révélateur parce qu'en l'espace de quelques années seulement,
et ces capacités ont connu des avancées spectaculaires qui soulèvent déjà de nombreuses interrogations en matière de responsabilité, de propriété intellectuelle ou encore de protection des données. Or, le jeu vidéo constitue un environnement technologique encore plus complexe puisqu'il réunit une multitude de disciplines et de technologies qui interagissent entre elles. Je pense notamment au moteur graphique, à l'intelligence artificielle, aux réseaux informatiques, à des technologies comme le cloud gaming, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les questions aussi qui ont trait à la cybersécurité, au système de monétisation en ligne, ou même encore les technologies de motion capture. Toutes ces innovations évoluent simultanément à un rythme particulièrement soutenu et d'une décennie à l'autre, les méthodes de développement, les modèles économiques, les plateformes de diffusion et même la manière dont les joueurs interagissent avec les jeux vidéo ludiques peuvent être profondément transformés. Et cette évolution permanente oblige le droit à s'adapter continuellement afin de conserver son efficacité tout en évitant de freiner l'innovation dans un secteur qui est en perpétuelle mutation. Pour ce qui est de la difficulté d'appréhension de la dimension internationale du jeu vidéo, il s'agit d'un des obstacles majeurs à toute tentative de codification unifiée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie du jeu vidéo est par nature transfrontalière. Un jeu peut être développé dans un pays, puis il va être édité dans un autre, il va être hébergé sur des serveurs qui sont situés dans plusieurs États et distribués à des joueurs dans le monde entier. Et cette réalité implique l'application potentielle de multiples systèmes juridiques dont les règles, les priorités et les conceptions peuvent parfois diverger. La complexité du droit international, qu'il s'agisse du droit international privé, des règles relatives au commerce international ou encore des différentes réglementations nationales applicables au numérique, rend particulièrement difficile l'élaboration d'un cadre juridique unique. Et à cela va s'ajouter la crainte qu'une harmonisation trop poussée ne favorise certains acteurs au détriment d'autres ou ne porte atteinte aux intérêts économiques et culturels locaux. Donc, les États demeurent ainsi attachés à la préservation de ce qu'ils vont appeler leur souveraineté et il y a les entreprises qui vont chercher à conserver la flexibilité que leur offre la diversité des cadres juridiques existants. Par ailleurs, j'ajouterais que malgré cette complexité apparente, l'absence d'un code spécifique aux jeux vidéo ne semble pas constituer une source majeure d'insatisfaction pour les acteurs du secteur. Parce que les développeurs, les éditeurs, les distributeurs ont progressivement appris à évoluer dans un environnement composé de règles issues des différentes branches du droit et disposent aujourd'hui de pratiques relativement établies. Ce qui fait que bon nombre d'entre eux considèrent que le cadre juridique actuel, bien qu'imparfait, demeure globalement fonctionnel et suffisamment adaptable aux évolutions du secteur. Et cette situation explique en partie la réticence de certains acteurs face à l'idée d'une intervention législative plus ambitieuse ou de la création d'un code dédié. Et une telle réforme pourrait même entraîner des contraintes supplémentaires, comme par exemple réduire la souplesse dont bénéficie actuellement l'industrie et risque de perturber des équilibres économiques qui sont déjà installés. Ce qui fait que loin de faire l'unanimité, l'idée d'une codification spécifique va se heurter à des difficultés techniques et juridiques et aussi à des résistances d'ordre économique et stratégique. Et comme si toutes ces raisons ne suffisaient pas, un fait naturel comme l'image sociale du jeu à lui seul le condamne à être vu d'un regard assez méfiant. Je vous l'avais déjà dit dans la deuxième vidéo, mais je vais me répéter ici. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 1938, l'ouvrage Homo Ludens, essai sur la fonction sociale du jeu, sortait. Et de sa plume, l'historien néerlandais Johan Huizinga a voulu, si je peux le résumer ainsi, montrer que du jeu pouvait naître la culture. C'est donc tout naturellement que cet essai va regorger d'une multitude d'éléments permettant d'apporter des débuts de réponse aux réflexions sur sa nature sociale. Dans un premier temps, aux pages 22 et 23 reviennent le passage «Pour notre conscience, le jeu s'oppose au sérieux». Cette antithèse demeure provisoirement aussi réductible que la notion de jeu elle-même, mais à la considérer de plus près, cette antithèse jeu-gravité ne nous paraît ni évidente ni assurée. Une soixantaine de pages après, plus précisément la page 83, il approfondit le fond de sa pensée en s'exprimant en ces termes. Le concept de jeu en tant que tel est d'autre supérieur à celui du sérieux, car le sérieux cherche à exclure le jeu, tandis que le jeu peut fort bien inclure en lui le sérieux. Et ces propos de Huizinga se passent de développement tant il serait compliqué de faire plus explicite. Et ce qui est encore plus triste, comme je vous l'avais déjà dit, c'est que le jeu vient du latin iocus, qui signifie plaisanterie. Donc l'étymologie même du mot renvoie naturellement à l'enfance. Et le jeu vidéo a subi indirectement cette même appréciation par la société
et les législateurs qui vont juger qu'il y a sûrement plus important à réguler dans le monde. Et cette image est laissée ancrée en nous que j'ai l'intime conviction que si le jeu devait être personnifié selon ce que la société en comprend, bah, il aurait le physique d'un enfant incapable de grandir ou d'être mature et donc d'être pris au sérieux. Parce que la place du jeu dans une civilisation, c'est toujours voulu être un loisir infantile. Un simple passe-temps dont rien de ludique ne pouvait en sortir, ce sont les enfants qui vont jouer avec un jeu, qui vont se distraire avec, et rien de plus. Et si on ajoute le côté technique de la chose, bah, il y a de quoi démotiver les législateurs. Mais tout ça, je l'avais déjà expliqué un peu plus en profondeur dans la deuxième vidéo. Donc, on va dire que c'est une répétition pour ceux qui vont découvrir la chaîne avec ce format. Mais malgré ces difficultés, il y a certains pays qui ont fait des efforts pour mettre en place des espèces de codes et lois qui régulent exclusivement le milieu. Et les maîtres en la matière se trouvent en Asie. Sachant que la Corée du Sud se place leader de la pratique parce qu'ils ont par exemple la Game Industry Promotion Act qui a posé les règles de contrôle sur l'industrie. Il y a aussi la Shutdown Law qui a été partiellement abrogée en 2021 et qui s'occupait de restreindre l'accès des mineurs aux jeux vidéo, sans compter les lois spécifiques qu'ils ont sur les PC Bank, donc les cybercafés. Il y a aussi beaucoup de lois sur l'e-sport, vu que c'est un secteur qui est en perpétuelle évolution là-bas. Toujours en Asie, il y a la Chine qui a mis en place une réglementation sur le temps de jeu des mineurs et des règles sur le contenu présent in-game, avec un système d'approbation de ceux-ci. Mais le truc, c'est que malgré tous ces textes, malgré leur multitude, bah, ils restent séparés et ils ne sont pas unifiés en un code. Et le Japon aussi a des règles qui sont spécifiques, qui sont assez intéressantes. Par exemple, je me souviens de la loi sur les kompus gacha qui date de 2012. Et pour revenir un peu sur ça, les kompus gacha, c'est quoi? C'est quelque chose qui, pour le coup, était une belle arnaque parce que on va supposer que vous jouez à un jeu pour avoir un prix spécifique. Il faut obtenir le prix A, le prix B, le prix C, le prix D, jusqu'au prix Z. Et c'est en ayant tous ces prix, en les mettant ensemble, un peu comme Exodia le maudit dans Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui auront la référence, bah, c'est là que vous allez obtenir le prix final. Bref, c'était une belle arnaque et tout ça a été régulé. Et le Japon a aussi beaucoup de tests sur les salles d'arcade. Dans le cas de la France et même du reste du monde est assez particulier parce que dans la pratique, il y a généralement une cohabitation entre les règles de droit classiques et les différents articles de loi qui ont été conçus pour le jeu vidéo. Dans le cas contraire, les règles de droit classiques vont être utilisables pour résoudre les litiges entre les acteurs et ça fait que c'est comme ça que le jeu vidéo est régulé sur les scènes nationales. Maintenant, sur la scène internationale, il n'existe toujours pas de code unifié. La réglementation en la matière se fait comme dans les juridictions nationales et ça se traduit par le fait que selon votre situation, bah, il y a des règles établies par des traités et des accords internationaux qui peuvent s'appliquer selon le domaine invoqué. Ce qui fait que le droit européen, par exemple, peut intervenir via le Digital Service Act, le RGPD en ce qui va concerner les données personnelles des joueurs et les diverses directives sur le commerce électronique. Le domaine de la propriété intellectuelle aussi peut se vanter d'être l'un des plus fournis car, quand bien même il n'existe pas de règles spécifiques ou spéciales en la matière, bah, il y a des tests comme l'accord sur les aspects des droits des propriétés intellectuelles qui touchent au commerce, les traités de l'OMPI et la Convention de Berne qui peuvent empêcher la survenance d'un vide juridique. Et ça, c'est sans compter sur les accords commerciaux et les différents organismes de régulation de l'âge et du contenu que j'avais mentionné plus haut qui vont intervenir, qui peuvent réguler en quelque sorte le jeu vidéo avant que ça ne soit distribué aux consommateurs. Ça s'avère dans les faits quasi similaires aux méthodes du droit interne, c'est-à-dire il y a des règles qui sont spécifiques, il y a des règles qui sont générales qui vont entrer en cohabitation et les raisons d'une difficulté d'harmonisation ne sont d'ailleurs pas si éloignées que celles dont j'ai parlé plus haut. Et à celles-ci vont s'ajouter les différences socioculturelles, les intérêts économiques divergents au vu de la philosophie de conception derrière chaque studio et chaque constructeur. Par exemple, les Japonais, ils ne pensent pas le jeu vidéo comme les Américains et les studios indépendants n'ont pas les mêmes priorités qu'un studio qui est détenu exclusivement par un constructeur qui a énormément de moyens. Bref, les priorités des acteurs et les contraintes rencontrées ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est sans compter sur les nouvelles dérives qui ne cessent d'émerger et qui passent très facilement sous les radars faute de réelles considérations juridiques envers le milieu.
C'est pour cela qu'en master 1, quand j'avais la possibilité de choisir entre un mémoire de recherche, un stage et une action collective, il me semble quelque chose du style, je me suis orienté vers le mémoire de recherche et j'avais choisi cette problématique parce que il y a beaucoup de choses négatives qui se passent dans le milieu du jeu vidéo, beaucoup d'infractions qui passent sous le radar des juridictions et qui pour moi pourraient être assez bien contrôlées. Il y a des pays qui ont fait des choses super intéressantes, par exemple la Belgique et les Pays-Bas qui ont assimilé les microtransactions et les lootbox aux jeux de hasard. Ça avait été un véritable tollé à l'époque, je m'en souviens parfaitement. Et j'avais essayé dans ce travail de voir les différentes infractions qui ne sont pas encore vraiment régulées et qui pourraient l'être du point de vue des joueurs, donc tout ce que nous on se prend comme douille habituellement et qu'on laisse passer, et aussi des dérives qui touchent des personnes qui font les jeux vidéo. Je peux penser par exemple aux studios qui vont être victimes de leaks ou par exemple au crunch qui arrive généralement. Le crunch, c'est la période où les choses là, les travailleurs dans le milieu du jeu vidéo vont travailler plus que nécessaire, plus que d'habitude, au point où ça coûte sur leur santé ou même sur leur vie. Et c'est une période qui arrive dans toutes les grosses productions. C'est limite à accepter alors que le droit du travail peut intervenir pour essayer de réguler ça, pour créer un environnement qui est plus sain pour les acteurs de ce milieu. Donc voilà, c'était un peu tout pour ce premier épisode. Maintenant, à vous de dire ce que vous en avez compris, ce que vous pensez qui peut être apporté comme solution, ce que vous voyez comme problème qui, d'après vous, n'est pas régulé ou dont on n'en parle pas assez, et d'essayer, de votre position, que vous soyez personne qui s'y connaissent en droit ou pas, d'apporter des espèces de solutions, des espèces de lois qui, d'après vous, pourrait changer les choses. Merci donc à toutes et à tous pour m'avoir écouté jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. On se retrouve pour le deuxième épisode qui sera complètement différent dans la thématique, un peu sensible mais tout aussi intéressant comme question. Je vous remercie.